Bonjour. Alors, dans ce PowerPoint, cette présentation, on va voir les thread pools. Donc, le multithreading, c'est un moyen pour parvenir à une fin. Le cas le plus fréquent consiste en une série de tâches à effectuer. Par exemple, télécharger 15 images, compiler 4 fichiers, calculer les prévisions météo pour 50 villes, servir les multiples requêtes provenant des usagers, si on crée un serveur. Classiquement, en programmation séquentielle, les tâches, comme ces tâches-là, vont être effectuées l'une après l'autre. Mais le multithreading va évidemment permettre d'effectuer ces tâches-là de manière concurrente, plus ou moins dans une certaine mesure. Donc, la manière la plus simple d'utiliser le multithreading quand on fait face à l'exécution de multiples tâches à réaliser, c'est de faire en sorte qu'une tâche égale un thread. Donc, chaque tâche à égaliser à faire, on lui associe un thread. Mais cette approche-là est généralement pas la meilleure. Pourquoi? Parce que chaque thread va consommer des ressources système importantes. Donc, à un certain moment donné, créer un thread supplémentaire pour effectuer une tâche supplémentaire va devenir contre-productif. Évidemment, quand on est dans un ordre de grandeur de 3 threads, 4 tâches, 5 tâches, 6 tâches, même 10 tâches, 15 tâches, 20 tâches, c'est pas si pire. 20 threads, c'est pas si pire. Mais si on a 500 tâches effectuées, 500 threads, ça va commencer à devenir overkill. Okay? Donc, il existe généralement un nombre optimal de tâches qu'on peut effectuer en même temps. Et passé ce seuil-là, on va observer une détérioration des performances du système. Donc, la solution à ce problème-là consiste à créer d'avance un nombre limité de threads et à confier les différentes tâches à exécuter à ces threads-là à tour de rôle. Donc, par exemple, vous avez ici une file de tâches, une queue, en fait, une file d'attente de tâches effectuées, et vous avez ici votre ensemble de threads qui sont prêts à exécuter ces tâches-là. Par exemple, si vous avez 6 threads qui sont disponibles pour effectuer les tâches, et à chaque fois qu'un thread se libère parce qu'il a fini d'exécuter la tâche, il va accepter une nouvelle tâche effectuée. Et ici, vous avez l'ensemble des tâches qui ont été effectuées. Okay? Donc ça, cet ensemble de threads-là, disponible pour effectuer des tâches, ça s'appelle un thread pool. Donc, un thread pool, en fait, ça fonctionne exactement comme une file d'attente unique, faut-il le spécifier, dans un magasin avec plusieurs caisses enregistreuses. Donc, il y a plusieurs caisses enregistreuses. Vous arrivez dans la file d'attente pour pouvoir payer vos items. Et dès qu'une caisse se libère, vous allez à la caisse, vous payez vos items. Okay? Donc, c'est exactement le même principe. Okay? Donc, il y a des tâches effectuées quand une caisse se libère. Donc, quand un thread se libère, vous arrivez à la caisse et vous faites votre travail. Okay? Donc, c'est le même principe. Donc, il y aurait toute une théorie, en fait, qu'on pourrait ajouter, parce qu'en fait, une série de tâches effectuées, je veux dire, il y a toute une théorie autour de ça qui est organisée. C'est la théorie des files d'attente, même qu'on peut aller plus loin que ça. C'est la théorie de la production, des chaînes de production. Il y a il y a de l'ingénierie qui peut être autour de ça. Donc, par exemple, ici, on a un simple serveur avec une simple file. Ici, on a un simple serveur avec plusieurs fils, mais de manière consécutive. Une simple file avec plusieurs serveurs ou plusieurs, disons, threads ou services. Ici, on a plusieurs fils avec plusieurs services. Ici, on a une file avec plusieurs serveurs suivie d'une autre file avec plusieurs serveurs. Par exemple, on pourrait faire une tâche suivie d'une autre tâche, etc. Donc, il y a plein de possibilités là-dedans. Et c'est ça. Les limites, c'est votre imagination. OK? Bon, évidemment, on ne rentre pas dans tous ces détails-là ici, mais c'est juste pour vous dire qu'on peut pousser très loin tous ces concepts-là. Donc, passer ces considérations théoriques-là, rentrons dans le vif du sujet. Donc, en Python, pour pouvoir utiliser un thread pool, ben, il faut faire une importation
qui s'appelle concurrent.futures. Donc, ça ne permet pas juste de faire des thread pools en passant, ça permet de faire plusieurs choses, mais c'est entre autres une des choses que ça permet de faire. Donc là, on va se définir une tâche à réaliser, donc comme étant une fonction, donc une fonction cible. Donc la tâche à réaliser va porter un nom et va durer un certain temps. Donc dans notre cas, on va lui dire, on va supposer qu'elle va durer un certain temps. Évidemment, des fois, on ne sait pas combien de temps vont durer des tâches, donc là, on fait juste, on crée de toute pièce une tâche à réaliser. Évidemment, dans la vraie vie, la tâche à réaliser serait d'autres choses. Okay? Plus loin, dans un exercice, on va voir un cas concret de tâche à réaliser, mais là, pour l'instant, on crée une tâche de toute pièce en disant, voici une tâche à réaliser et voici le temps qu'elle prend. En ne spécifiant pas vraiment juste un nom et une durée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on crée ici une indentation, on affiche début de la tâche, on prend une petite pause, et après ça, on affiche fin de la tâche. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment de travail qui est fait, on fait juste faire une pause. Donc, c'est une fonction bidon pour supposer qu'il y a du travail qui est fait. Maintenant, voici comment on peut, créer un thread pool et soumettre une tâche au thread pool. Donc, pour créer un thread pool, on va utiliser ici une instruction with. On n'est pas obligé, mais c'est la meilleure façon de le faire. Donc, on fait un with, concurrent.futures.threadPoolExecutor. Donc là, on crée un thread pool avec threadPoolExecutor as executor. Donc, ça, c'est l'objet. On l'appelle executor. Bon, ça a l'air bizarre d'appeler le threadPoolExecutor. On aurait pu l'appeler threadPool. Je pense que quelque part, ce serait peut-être mieux, mais il appelle ça, en Python, il appelle ça un threadPoolExecutor. Bon, moi, ça me fait bizarre. Executor, ça me fait penser à un bourreau qui était chargé de l'exécution des gens sur la place publique en 1350. Mais disons que c'est ça, executor ou un exécutant testamentaire. Donc, je sais pas. Ça me fait bizarre d'appeler ça comme ça, mais bon, il appelle ça comme ça. Donc, on va conserver le nom, donc executor. Et quand après ça, on veut soumettre à la pool une tâche à faire, ben, on va faire executor.submit. Et la tâche, ben, ça va être notre fonction cible. Et après ça, on va lui passer nos arguments. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des tuples ou une liste pour soumettre les arguments. On fait juste les soumettre un après l'autre. Donc, le nom de la fonction cible, ici, réaliser tâche, suivi du nom, ici, premier argument, suivi de la durée, deuxième argument. Okay. Et après ça, on affiche fin du programme. Donc, c'est important de savoir que quand on va soumettre la tâche ici, c'est seulement quand toutes les tâches vont être terminées qu'on va sortir du bloc with ici. Donc, le bloc with qui va créer un thread pool, c'est seulement quand toutes les tâches vont être terminées que on va sortir du bloc with et que l'instruction print ici va s'exécuter. Autrement dit, c'est comme s'il y avait un join automatique sur toutes les tâches qui étaient effectuées ici avant de sortir du bloc with. Donc cette instruction-là va s'exécuter seulement une fois que toutes les tâches ici vont être terminées. Okay. Évidemment, c'est overkill de faire un thread pool pour exécuter une seule tâche. Mais là, c'est pour montrer comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on dit ici, en fait, c'est ce que j'ai dit sur la diapo précédente. Donc, si on exécute ça, on voit ici, en fait, qu'on demande une tâche qui prend 0,4 secondes. Et quand on va exécuter, bien, ça va afficher début de la tâche, fin de la tâche, fin du programme. Et le temps d'exécution va être au-delà de 0,4 secondes, donc 0,467 secondes. Alors maintenant, si on demande d'exécuter 3 tâches, donc executor.submit, réaliser tâche, tâche 1, tâche 2, tâche 3, 0,5 secondes, 0,4 secondes, 0,3 secondes. Évidemment, ces tâches-là vont être exécutées le plus possible en parallèle ou en concurrence. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on exécute 3 tâches en concurrence, la première de 0,5, la deuxième de 0,4, la troisième de 0,3. Mais on le voit ici, le début de la tâche 1, suivi du début de la tâche 2, suivi du début de la tâche 3, suivi de la fin de la tâche 3, suivi de la fin de la tâche 2, suivi de la fin de la tâche 1. Parce que les 3 sont démarrés en même temps. Celle-là, c'est la plus courte, va se terminer en premier. Celle-là, c'est la deuxième plus courte, va se terminer en deuxième. Celle-là, la troisième courte, va se terminer en troisième.
Le nombre de tirets indique le nombre de dixièmes de seconde, donc ça nous indique que celle-là est un peu plus longue que celle-là, qui est plus longue que celle-là, etc. Okay? Et la fin du programme, comme on l'a dit, arrive une fois que toutes les tâches sont terminées. Et la durée, 0,5 secondes. Ensuite de ça, quand on crée un thread pool, on peut spécifier le nombre maximum, le nombre de threads qui vont être créés au moment de générer ou de créer la thread pool. Combien de threads vont être générés ou vont être utilisés pour exécuter les tâches. Donc, si on met max workers, donc au lieu de dire max threads, ils appellent ça des workers. Donc, des tâcherons, des travailleurs. Donc, le nombre de caisses enregistreuses, si vous voulez, dans votre file d'attente au magasin. Donc ici, le nombre de max workers, le nombre de caisses enregistreuses, c'est 2. Donc si on a 2 caisses enregistreuses, puis on a 3 personnes dans le file d'attente, 1, 2, 3 ou 3 tâches à faire, ben vous comprenez que là, nécessairement, il y a quelqu'un qui va attendre. Hein? Fait qu'on a la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3. La tâche 1, c'est 0,5 secondes. La tâche 2, 0,2. La tâche 3, 0,2. Donc celle-là va commencer, celle-là va commencer. Celle-là ne pourra pas commencer tout de suite. Il va falloir qu'elle attende que celle-là se termine avant de pouvoir commencer. Si on a seulement 2 postes de travail de disponibles. Okay? 2 workers de disponibles. Donc, c'est effectivement ce qui se passe. Début de la tâche 1, début de la tâche 2, fin de la tâche 2, début de la tâche 3, fin de la tâche 3, fin de la tâche 1, fin du programme. Donc, quel est le nombre maximum de workers par défaut? En fait, ça va dépendre du nombre de CPU que vous avez sur votre machine. Donc, moi, personnellement, j'ai un CPU count de 8 sur ma machine actuelle. Donc, mon max worker va dépendre de ça. En fait, ça va dépendre aussi de votre version de Python. Parce que dans ma version 3.8 de Python, quand mon CPU count était 8, en fait, quand il était 4, parce que c'était mon ancienne machine, j'avais un max worker de 4. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est que sur ma nouvelle machine, ici, j'ai un CPU count de 8, puis avec Python 3.10, j'ai un max worker de 12. Enfin, peu importe, mais ça dépend de votre version Python et ça dépend de votre CPU count. Donc, c'est des choses que vous allez découvrir en exercice. Alors voilà, vous avez ici le résumé des thread pools. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y aurait moyen de pousser plus loin le truc des thread pools, mais là, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc, notez en passant que tout ce qui s'exécute dans des thread pools, s'exécute dans des threads. Donc, ce que vous avez appris précédemment dans les threads, ce qui s'applique aux threads, s'applique évidemment aux fonctions qui s'exécutent dans des thread pools. OK? Alors voilà.